c'est l'heure. C'est l'heure de vous présenter les 10 livres que j'ai le plus aimé cette année. Et je suis tellement, mais tellement soulagée d'avoir un beau top 10 bien rempli à vous partager aujourd'hui. Parce que vraiment là, chaque titre qu'il y a sur cette liste a marqué mon année d'une façon ou d'une autre. Quand dans le futur je vais repenser à 2023, je vais repenser à ces 10 livres. Je suis vraiment contente de pouvoir les remercier à travers cette vidéo et de peut-être potentiellement vous donner envie de les lire. En tout cas, c'est parti, voici mon top 10 de l'année. Ce qui est intéressant avec cette liste, c'est que parmi le top 10, il y a en fait 7 genres littéraires différents. Donc ça prouve que ça vaut la peine de continuer à lire une grande variété de genres littéraires parce que clairement, je suis capable de trouver du bon n'importe où. Alors c'est clair que c'est une habitude que je n'abandonnerai pas en 2024. Ça suffit avec l'intro, on va y aller pour le classement. Et évidemment, on commence avec la 10e position. La 10e place, c'est toujours la position la plus difficile à déterminer parce qu'il y a plein de candidats. Mais j'ai décidé d'y aller avec un livre qui a réussi à ramener un de mes petits plaisirs personnels en 2023. J'ai nommé La dystopie grâce à Absolu de Margot Dessen. La dystopie, c'est quelque chose qui a vraiment marqué mes années adolescentes. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bonne dystopie jeune adulte. Je comprenais totalement pourquoi le phénomène de ce genre était mort parce que, mon Dieu, qu'il y a des mauvaises dystopies qui ont été publiées entre 2012 et 2016! Et moi, je voulais quand même un retour de la dystopie, mais de qualité. Et je considère que, entre mes mains ici présent, je l'ai eu. Absolu, ça parle d'une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an et où 100 jeunes sont mobilisés pour essayer d'aller y vaincre la chose. C'est un livre qui aurait pu ressembler à une centaine d'autres avec son résumé. C'est vraiment un contexte typique de dystopie. Et dans un certain sens, oui, il y ressemble. Mais même si, c'est quelque chose qui est clairement inspiré des œuvres qu'on a adorées comme Hunger Games, etc., je trouve qu'il a quand même réussi à s'en démarquer. C'est le premier livre écrit et publié par l'autrice, mais je sais qu'elle a mis des années pour l'écrire et ça paraît. Chaque instant du récit m'a vraiment donné l'impression d'être comme cadré au millimètre près. C'est un gros morceau quand même, là. Ça a presque 600 pages et j'ai pas été ennuyée pendant une seule. Tout au long de ma lecture, je sentais que cette personne savait ce qu'elle faisait et savait où elle allait. Et donc c'était exactement l'expérience de dystopie que je voulais retrouver en 2023. Et oui, c'est pas un livre qui est parfait. Je pense quand même qu'il y a quelques trucs qui auraient pu être améliorés. Mais la dystopie, c'est tellement facile à rater. Je sais à quel point ce livre-là aurait pu facilement être complètement raté. Donc pour cette raison, je considère que l'autrice a absolument réussi sa mission et ça a vraiment été un des highlights de mon année. Genre le bonheur que j'ai ressenti en lisant ceci, même s'il y a des trucs horribles qui se produisent, c'était du gros bonheur, les amis. Bref, si vous cherchez un livre avec de l'action, une utilisation intéressante des points de vue et surtout pas de romance, c'est un très bon candidat. Maintenant, c'est l'heure d'inclure un auteur qui fait presque toujours partie de mes top 10 de l'année, Stephen King. Et cette fois-ci, il a réussi à y entrer avec son œuvre L'Institut. Ça a vraiment été une surprise pour moi parce que je m'attendais à aimer, mais pas autant. On y parle d'une institution secrète qui kidnappe des enfants qui montrent des signes de pouvoir psychique pour une raison dont je ne peux pas vous parler. C'est classé dans la catégorie horreur et comme oui, ok. Mais honnêtement, je dirais plutôt que c'est du contemporain fantastique parce que le focus de ce livre, c'est clairement ses personnages et c'est aussi son point le plus fort. Je me suis tellement attachée à ces enfants. Des enfants, c'est pas facile à écrire parce que des enfants, ça réfléchit pas beaucoup, ça fait des erreurs, c'est un peu énervant. Et donc pour réussir à traduire l'innocence de l'enfance et les bêtises qui viennent avec sans rendre le tout insupportable pour le lecteur adulte qui les lit, ça demande du talent. Ça demande du talent et j'ai trouvé que c'était réussi à 100 000 %. C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie comme un ange gardien pendant ma lecture, qui faisait juste comme flotter au-dessus des personnages puis qui essayait de les encourager. C'est à ce point-là que j'étais connectée à ces enfants. Et moi, souvent, les fins de Stephen King me déçoivent un peu parce que je pense qu'après avoir lu une vingtaine de livres de sa plume, je commence à comprendre un peu le ton qu'il emprunte souvent pour les fins. Mais là, j'ai pas du tout eu ce problème. La fin était parfaite. C'était une conclusion épique, intéressante et
comme pas trop prévisible. À mes yeux, honnêtement, le seul défaut de ce roman, c'est qu'il aurait pu être un peu plus court. C'est pas la première fois que ça arrive avec cet auteur et ce ne sera pas la dernière, mais bon, j'ai quand même adoré, donc bravo Stephen King, c'est une autre année dans laquelle tu te ramasses dans mon top 10. En 8e place, nous avons un livre que j'avais lu en anglais mais qui a été traduit en français depuis. Donc moi j'ai lu Our Missing Hearts de Celeste Ng, mais maintenant il existe en français sous le titre Nos cœurs disparus. Par contre, la page couverture là, je vais garder la page couverture VO à l'écran parce que vraiment l'autre, je ne la supporte pas. Ça, c'est une dystopie qui se déroule dans un futur où les États-Unis blâment les pays asiatiques pour leur crise économique et ils vont mettre en place des lois patriotes très extrémistes pour comme protéger leur pays. Et on va suivre le fils d'une poète chinoise qui sera un peu devenu le symbole de la résistance. C'était mon 3e livre de cette autrice et c'est absolument pas le dernier. J'avais enchaîné plusieurs mauvaises lectures avant de le commencer et dès que j'ai ouvert ce truc, ça m'a comme fait une vague de soulagement. Je me sentais chez moi, je me sentais bien. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans sa plume, mais c'est vraiment quelque chose qui me réconforte. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi. Celeste Ng, c'est vraiment une autrice qui excelle dans la description des liens brisés qu'il peut y avoir entre les membres d'une même famille. L'atmosphère était délicieuse. Oui, ok, c'est sûr que pour une dystopie, le monde politique était pas très développé. Mais moi, ça m'a pas dérangé du tout parce que le focus principal était plus que suffisant. Le seul truc qui m'a empêché de lui donner 5 étoiles, ben c'est un peu le contraire du livre de Stephen King, mais c'est que il était trop court. J'aurais mis 100 pages de plus. Mais sérieusement, chaque fois que je repense à ce livre, il y a comme une émotion particulière qui me vient immédiatement. Et aussi, je tiens à applaudir l'autrice pour sa fin qui était vraiment géniale. Donc voilà, c'est une grosse recommandation personnelle. Ok, le prochain livre. Ce livre aurait pu être en première place si ce n'était pas d'un truc. J'aurais pu le mettre en première place. Donc, Lien de sang de Octavia E. Butler. Ce livre, c'est la définition d'un page-turner. Notre protagoniste, c'est une femme noire dans les années 70 qui va être soudainement téléportée à l'époque de l'esclavage et des plantations. Elle arrive comme juste à temps pour sauver un petit garçon blanc de la noyade et après ça, elle va être forcée de prendre le rôle d'une esclave pour survivre sans savoir comment ou quand elle va revenir à la maison. Octavia E. Butler, c'est une autrice que je respectais déjà énormément avant de lire Lien de sang. Mais là, avec ce livre, elle m'a épatée. Je l'ai vraiment lu parce que c'était elle. Parce que personnellement, les histoires de comme voyage dans le temps, ben je trouve que parfois, on peut un peu deviner la direction de où ça va aller. Et donc, je l'ai commencé en m'attendant à un certain type de récit, mais c'était pas juste un livre divertissant. Clairement, il y avait des choses surprenantes là-dedans. Et en fait, je mettrais la responsabilité des surprises entièrement sur la protagoniste qui n'arrêtait pas de faire des actions ou dire des choses qui, j'aurais jamais pu deviner qu'elle allait réagir comme ça. C'est vraiment une des protagonistes les plus solides que j'ai jamais lues de ma vie. C'est le genre de personnage que t'es vraiment content de suivre parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire ou faire après. Donc voilà, c'est un livre qui déborde beaucoup d'intelligence en plus de juste son aspect divertissant. Mais son seul problème, c'est sa fin. C'est quoi cette fin? Moi, pendant tout le long, j'étais comme « Oh my gosh, ok, ça se déroule pas du tout comme je pensais. J'ai hâte de voir cette fin. » Et là, plus on approchait, plus j'étais comme « Mais où est-ce qu'on s'en va? » Là, la fin arrive, c'est juste comme un mur. Oh my gosh, oh my gosh. Bon, j'ai l'air très déçue. Je suis très déçue pour cette fin, mais je ne suis pas déçue du tout pour ce livre. Lisez-le, ok? Lisez-le. La fin laisse à désirer, mais il faut lire ce livre. En 6e place, nous avons un livre qui sera bientôt traduit en français, donc I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. C'est le mémoire d'une actrice qui a joué un des rôles principaux dans l'émission iCarly. On découvre que c'est une position dans laquelle elle a été forcée par sa mère abusive et on assiste aux répercussions que cette carrière et cette relation malsaine auront sur sa vie. Ce livre, c'est une histoire tragique, mais c'est aussi une œuvre qui a été tellement bien pensée et construite. On est vraiment loin du cas typique d'une célébrité qui se fait donner un contrat pour écrire un livre alors que la personne n'a jamais aimé écrire de sa vie. Non. Janet McCurdy, là, ouf! Cette personne sait comment mener une narration. Donc voilà. Beaucoup de talent. Par contre, c'est sûr que c'est une lecture extrêmement difficile. Un des sujets principaux du livre, c'est les troubles alimentaires et si vous avez moindrement une sensibilité face à ça, ouf. Moi, je suis pas concernée par le sujet, mais c'était dur à lire. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis hémétophobe. Donc vraiment, trigger warning, si vous aimez pas lire des scènes de vomi, ce livre est le pire cauchemar.
Mais même si c'est difficile à encaisser, ça vaut tellement la peine de le lire. Vraiment comme si vous êtes apte à digérer le contenu de troubles alimentaires ou de relations abusives, ben c'est un truc que je recommanderais à absolument tout le monde. Ça donne un aperçu tellement fascinant et comme effrayant des coulisses du monde d'Hollywood, mais surtout pour les enfants. Et après ça, tu peux pas ouvrir la télé et comme voir des enfants sur la chaîne de Disney sans te demander qu'est-ce qui se passe à l'arrière. Donc définitivement une lecture marquante et définitivement un livre qui méritait sa place dans mon top 10. Ok, ensuite, nous passons à mon coup de cœur le plus récent qui a été A Diary of Blood de S.T. Gibson. À ma connaissance, il n'a pas encore été traduit en français, mais j'espère vraiment qu'il le soit. Et là, il y a le facteur qui passe devant ma fenêtre et je suis gênée. C'est une sorte de réécriture de Dracula sans qu'il soit jamais nommé directement, parce qu'on suit le point de vue d'une de ces femmes qui expose la relation toxique qu'il entretient avec elle et ses autres victimes. J'en ai parlé dans une vidéo récente, donc je vais un peu me répéter. Mais avec ce résumé, vous pouvez même pas comprendre la beauté de ce livre. C'est une expérience atmosphérique, poignante, où chaque personnage a un profil vraiment intéressant. La romance qu'il y a dans ce livre se développe en relation polyamour vraiment fascinante parce que c'était en fait la première fois de ma vie où je réussissais à vraiment ressentir la connexion qu'il y avait entre chaque personne du couple. Dans le passé, chaque fois que j'ai lu des couples polyamoureux ou, mettons, c'est un trio, j'avais toujours l'impression que les liens dans la relation étaient trop inégaux pour que je puisse réellement y croire. Mais là, vraiment, c'était palpable à quel point chaque personne était attachée l'une à l'autre. Et oui, ok, tout le monde a des dynamiques séparément, mais ensemble, c'était vraiment fascinant. Alors, c'est vraiment un livre dont je reparle, puis je ressens la sensation de le lire dans ma peau. Je suis vraiment triste de pas avoir les mots adéquats pour vous faire comprendre ce qu'est ce livre exactement, mais en même temps c'est pas si grave parce que le livre, lui, il a les mots pour vous faire comprendre. Donc voilà, lisez-le. Et s'il y a une maison d'édition qui regarde ceci, traduisez-le. Bon, pour ce qui est du prochain livre, je suis un petit peu mal à l'aise d'en parler avec le même enthousiasme que celui que j'avais pendant ma lecture. Parce qu'en bref, depuis que j'ai lu, ben, j'ai appris quelques trucs décevants. Mais je vais quand même le présenter dans ce classement parce que j'aurais l'impression de mentir s'il n'était pas là. Dans mon année, parmi mes expériences de lecture, ce livre est en 4e position. Il s'agit de Demain et demain et demain de Gabrielle Zevin. Pour vous parler d'abord du résumé, on suit Sadie et Sam qui se rencontrent enfants dans un hôpital. Ils vont tisser un lien vraiment très serré autour de leur amour pour les jeux vidéo et on va ensuite les suivre à travers les années quand ils vont essayer de développer leur propre jeu vidéo. Ce qui est particulier, c'est que à la base, c'est pas un livre que je recommandais comme généralement à tout le monde parce que même si moi, ben, je l'ai commencé, je l'ai lu en moins de 24 heures, vraiment ce livre m'a aspiré. Ben, je comprends aussi pourquoi des gens aimeraient pas ça. Et je comprends que les personnages ont vraiment des défauts. Mais le truc, c'est que moi, je connais des gens dans la vraie vie qui ont exactement ces défauts. Et donc, quand j'ai lu le livre, j'ai vraiment eu l'impression de voir juste deux humains devant moi. Et toute la relation de Sam avec sa douleur, ben ça a encore plus résonné avec moi, avec mes propres problèmes de santé. Et donc, je comprends pourquoi des personnes pourraient ne pas s'attacher à ces gens parce qu'ils sont vraiment compliqués, mais ça les a juste rendus plus crédibles à mes yeux. Bref, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment absolument un coup de cœur. Par contre, les deux éléments qui m'ont déçue depuis, c'est que premièrement, ben j'ai appris que l'autrice, elle s'était vraiment inspirée, ben pas juste inspirée, elle a vraiment comme repris le concept de jeu vidéo qu'une vraie femme a créé dans la vie. Et ce qui est étrange, c'est que à la fin de son livre, ben elle crédite toutes les personnes de qui elle a comme pris des choses, mais cette personne n'est pas là. Et son jeu, ben moi je trouvais ça vraiment incroyable qu'elle ait pensé à ce concept-là, mais au final c'est pas elle qui y a pensé. Et je l'aurais jamais su si c'était pas la créatrice elle-même qui s'en est plainte publiquement. Donc ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Et l'autre point, c'est que j'ai vu circuler des conversations intéressantes autour d'un certain passage où était mentionnée la création de l'Israël sans vraiment décrire la réelle nature de ces événements pour les Palestiniens qui en ont été victimes. Bon là, je tiens à préciser que le personnage qui est pro-Israël dans le livre, c'est aussi l'antagoniste qui est absolument immonde, manipulateur, qui est dans une position de pouvoir face à la protagoniste. Et donc, moi, quand je l'ai lu,
ben j'ai pas vu aucune de ses actions ou de ses paroles comme un sentiment que l'autrice partageait, parce que clairement elle était pas d'accord avec tout l'abus qu'il faisait subir à la protagoniste. Mais moi, ce qui malaise vraiment beaucoup, c'est que je pense que ce serait simple pour l'autrice de juste venir clarifier qu'elle est pas d'accord avec ce qui se produit en Palestine, mais elle le fait pas. Donc je trouve que ça devient vraiment plus difficile de la défendre si elle-même ne le fait pas. Et donc voilà, ce sont deux éléments qui ont un peu donné un arrière-goût amer à ma lecture, mais par transparence pour mon expérience initiale de lecture, ben ce livre est en 4e place. On passe maintenant au top 3. J'ai vraiment l'impression que chaque année, mon top 3 est réservé à des livres que je ne pensais pas aimer. Genre, si je pense aimer un livre et que je l'aime, c'est génial. Mais si je ne pense pas adorer totalement un livre, mais que je l'adore totalement, c'est encore plus génial. Donc voilà, je considère que ce top 3, encore une fois, cette année, c'est de ça dont il s'agit. Alors, cette 3e place appartient donc à Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. C'est un contemporain qui parle d'une psychologue qui ne croit plus vraiment au bonheur depuis qu'elle a perdu son père, son copain et sa grand-mère en une seule année. Elle va essayer de se changer les idées en acceptant un poste de psy dans une maison pour retraités et sa vision du monde va peut-être en changer. Moi, j'aime le contemporain, vraiment, mais la raison pour laquelle je m'attendais pas à autant aimer ce livre, c'est parce que je trouve ça très difficile de mêler des leçons de vie avec l'humour. Parfois, ça donne vraiment un ton un petit peu forcé ou totalement insensible. Donc c'est pas facile à réussir, mais vraiment, Virginie Grimaldi t'a réussi ça. La plume est légère, mais en même temps, elle est tellement bien pensée. Il y a tellement plein de belles phrases. C'est du divertissement et de la profondeur simultanément. J'ai tellement aimé les personnages des retraités. Ils me faisaient constamment rire. Puis chaque personne avait un caractère tellement unique et attachant. Sérieusement, il faut vraiment que je lise d'autres livres avec plein de personnages âgés, parce que je pense que c'est là que le bonheur se trouve. Donc voilà, ce livre a vraiment été une belle surprise qui m'a réchauffé le cœur. C'était mon premier Virginie Grimaldi et j'espère vraiment que le prochain que je vais lire va être aussi agréable. Ok, l'année dernière dans mon top 3, il y avait Il était deux fois de Franck Tilly. C'était le tome 2 d'une trilogie et cette année, j'ai le tome 3, Labyrinthe. Info très importante. Il faut lire cette trilogie dans son ordre de parution. Je sais là que l'éditeur les vend comme des lectures individuelles. Et oui, ok, ça se lirait individuellement, mais pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Littéralement, t'enlèves toute l'ingéniosité des livres si t'as pas ce qui venait avant. Bref, Labyrinthe, ça commence avec une scène de crime ensanglantée avec une suspecte qui est atteinte d'une étrange amnésie. On quitte ensuite ce contexte pour suivre les points de vue de 3 femmes complètement différentes qui sont toutes dans des situations très particulières. Ce livre-là, c'est comme si tu lisais 3 livres excellents en même temps. C'était fou. C'était fou. J'étais jamais déçue de changer de point de vue parce qu'à chaque fois, le prochain, je savais qu'il me réservait des bonnes choses aussi. On réalise assez tôt dans le livre qu'est-ce qui se trame avec les points de vue et pourquoi ils sont tous réunis dans un livre. Mais même si ça signifie que la révélation de la fin est comme prévisible, ben elle est hyper satisfaisante à voir se développer sous nos yeux parce que c'est juste une très bonne idée. J'ai dévoré ce truc en une seule journée. Après avoir adoré le tome 2, honnêtement, je pensais pas que c'était possible d'adorer le tome 3. Je me disais, j'ai trop aimé le tome 2, c'est impossible. C'est impossible que je ne sois pas déçue avec ça. Et même si je pense que le tome 2 demeure mon préféré de la trilogie, il n'y a absolument aucune déception par ici. Donc voilà, dès que je l'ai terminé, je savais qu'il se ramasserait au top de l'année et le voici. Ok, mais le prochain livre, c'est le meilleur. C'est le meilleur livre de mon année. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être surpris. Moi, je suis surprise en tout cas. Je me souviens honnêtement pas c'était quand la dernière fois dans ma vie de lectrice qu'un livre jeune adulte atterrissait au top de mon classement. Du jeune adulte, j'en lis encore, j'en aime encore, mais ça devient de plus en plus difficile, je trouve. Donc voilà, honnêtement, ce livre avait tout pour me déplaire. Et finalement, il m'a tout donné pour me plaire. Bon, je vais vous dire c'est quoi. Divine Rivals de Rebecca Ross. Ok, pensez à un roman de Deuxième Guerre mondiale, mais enlevez la monstruosité humaine reliée à ça et mettez à la place 2 dieux grecs qui se battent pour un territoire. Ok, je sais pas pourquoi j'ai dit que c'était pour un territoire parce que c'est vraiment pas ça, c'est comme vraiment plus que ça. Et donc, les humains qui se battent, ils le font pour défendre le dieu qu'ils ont choisi. Ensuite, on suit 2 jeunes journalistes qui sont en compétition pour obtenir une position importante. Alors oui, techniquement, c'est un Rivals to Lovers, mais c'est tellement plus que ça. Parce que la protagoniste,
Elle a un frère qui est parti à la guerre et elle lui écrit des lettres. Mais c'est un monde où la magie existe, donc elle fait juste mettre ses lettres dans sa garde-robe. Sauf que quand elle les met dans sa garde-robe, ces lettres disparaissent et à la place, elle reçoit des lettres en retour. Sauf que les lettres, elles viennent pas de son frère. Elles viennent d'une personne anonyme et mystérieuse que nous, en tant que lecteurs, on sait c'est son rival. Et donc, dans cette histoire, t'as de l'historique, t'as de la magie, t'as de la romance, t'as de la mythologie, t'as de la guerre, t'as du journalisme et t'as une plume magnifique. Ce livre, j'étais tellement prête pendant tout le long qu'il me déchire le cœur en 80 000 morceaux parce que j'étais sûre qu'il allait faire quelque chose pour me décevoir. Pendant toute ma lecture, plus je le lisais, plus je l'adorais, plus j'étais au bout de ma chaise comme ça, j'étais comme s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne ruine pas ce que t'es en train de construire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et l'autrice, Miss Ross, ben elle continuait à me servir du bonbon. La fille a même réussi à me faire aimer des confessions d'amour un petit peu extravagantes. Elle m'a fait aimer des trucs par rapport à un mariage. Moi, je m'en fous des mariages dans la vie, mais la fille, elle a compris que tu peux pas être insensible face à un mariage quand tu sais pas si les personnages vont être vivants le lendemain. Ce truc m'a vraiment tout donné. Ça m'a tout donné. Ça m'a donné la richesse d'un récit qui était bien construit, bien écrit, des personnages qui étaient intelligents, attachants, un monde tellement original et intéressant. Je sais pas ce que ce livre ne m'a pas donné. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'aurais probablement préféré si les personnages avaient été vraiment comme des adultes, mais clairement, ça m'a pas empêché d'aimer un quelconque centimètre de ce livre, donc c'est pas grave. C'est un 5 étoiles, c'est un 5 étoiles, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. C'est le meilleur livre que j'ai lu cette année parce que ça aurait tellement pu ne pas l'être. J'adore quand un livre me prouve que le problème avec les trucs qui me déçoivent, c'est pas les éléments, c'est comment l'auteuriste les utilise. Et Rebecca Ross a tout bien utilisé. Donc merci. Et j'espère juste que je vais lire le tome 2 et qu'il sera au top de la prochaine année aussi. Donc voilà, après toute cette excitation, ben c'est la fin de mon top 10. Je suis vraiment contente de mon année de lecture au final. Ça n'a pas été toujours facile, mais on a bien fini ça. Et donc ma question pour vous avant qu'on se laisse, c'est bien sûr quelle a été votre meilleure lecture de 2023. Je veux savoir. Et sinon, ben j'aimerais savoir si je vous ai vendu avec un des titres de cette liste. Est-ce qu'il y en a un que vous allez lire? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!